En entreprise, il y a une situation qui est particulièrement insupportable. Que vous soyez à la direction, au marketing ou au commerce, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu et probablement plusieurs fois. Est-ce que vous avez une petite idée? Je veux ici parler des projets qui n'aboutissent jamais. Vous mobilisez de l'énergie, de l'argent, des ressources pour lancer une nouvelle stratégie ou acquérir un nouvel outil et au bout de quelques semaines, tout tombe à l'eau. J'ai un exemple ici qui est très courant et qui va forcément vous parler. Je veux bien sûr ici parler du CRM qui coûte une blinde mais que les commerciaux délaissent au profit de leur bon vieux fichier Excel. Eh bien j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Cette situation n'est pas une fatalité. Si vous lancez une nouvelle stratégie, si vous décidez d'implémenter un nouvel outil, ce podcast va vous intéresser. Dans ce podcast, nous allons voir pourquoi tant de projets échouent et quelles actions vous pouvez mettre en œuvre pour empêcher ça. Dans ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir Guillaume Lenné, expert en management et en marque employeur. Avec Guillaume, nous allons enfin comprendre pourquoi tant de projets sont enterrés trop tôt et comment réagir. J'espère que ce premier numéro vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les suivants. Partagez aussi cette vidéo à votre entourage, je suis sûr que vous allez sauver leur projet. Allez, descendons maintenant sans plus tarder sur le terrain avec Guillaume Lenné. Bonne écoute! Non, mais c'est pas grave, mais c'est le lot de toutes les premières en fait. Tu commences un podcast, tu vas, et au moment où tu te dis bon bah ça y est, je pense que j'ai déroulé le truc et qu'on va pouvoir commencer tranquillement, bah ça bug. Je ferme de mon côté au cas où il y aurait des trucs qui viendraient de Okay. chez moi. Mais oui, pour me présenter, donc je suis Guillaume Lenné, je suis le cofondateur de Qdify. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Ouais. Et mon parcours, pour résumer. Mon diplôme d'origine, c'est formateur bureautique et TIC, technologie de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque. Et comme beaucoup de gens qui travaillent dans le digital, si ce n'est tous, c'est évidemment un métier que j'ai jamais exercé. D'accord. J'ai eu le diplôme et je l'ai jamais fait, en tout cas pas sous cette forme-là. En fait, j'ai débuté ma carrière pour arrondir les fins de mois en tant qu'étudiant en faisant des petits sites internet et des bases de données à l'époque où c'était la mode et où finalement tout le monde recherchait à avoir sa petite page web et autres. Et voilà, donc ça me permettait d'en vivoter. Et j'ai un de mes clients un jour qui m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui s'y connaissait un peu en graphisme et autres, parce qu'il cherchait donc plutôt Photoshop, ce genre de choses. À l'époque, je bricolais un petit peu, mais je n'étais pas très performant. Mais je cherchais du boulot, donc j'ai dit que moi, je pouvais le faire. Et voilà, et j'avais une volonté de retourner vers le web. Donc après, je suis parti en agence, dans une agence web spécialisée e-commerce, où je suis rentré cette fois plutôt en tant que formateur, parce qu'on avait notre propre logiciel, donc il fallait former les clients. Et petit à petit, en prenant les dossiers de plus en plus tôt, on m'a donné des responsabilités jusqu'à ce que j'arrive directeur de marketing d'une équipe où quand je suis parti, on était 17. Et puis voilà, pour diverses raisons, il y a eu le syndrome Qdify qui est arrivé, l'envie de créer cette entreprise-là, qui faisait suite à tout ça pour plein de raisons qu'on va certainement évoquer. Et voilà, depuis 2 ans, on a créé Qdify et mon associé, qui était déjà mon collègue à l'époque, Hervé. Cool. Bah tu vois, tout à l'heure en préambule, enfin je sais pas si je garderai ça en montage, mais en préambule je disais que on se connaissait plutôt bien, mais en fait j'avais aucune idée de ta vie passée, tu vois, donc, donc j'apprends des choses à ce niveau-là. Et effectivement, t'as fait ta transformation digitale à toi aussi, c'est cool. Ouais. Et donc du coup, moi j'avais envie de t'avoir sur un de ces premiers numéros du podcast Sur le terrain pour parler notamment du changement, parce que c'est un sujet crucial. Malheureusement, il y a peu de gens, je pense, dans les entreprises qui ont vraiment conscience de tout ce qu'engendre le changement et de comment on doit aborder le changement pour bien réussir ses projets. On a tous des anecdotes, je pense, par rapport à ça, de boîtes qui ont investi des milliers d'euros et peut-être même plus dans l'implémentation d'un CRM et qui, au bout de quelques semaines, ne comprennent pas pourquoi les commerciaux retournent à leur fichier Excel ou retournent à leur ancien CRM. Et en fait, pourquoi? C'est tout simplement que d'utiliser un nouvel outil comme un nouveau CRM, ça génère des changements dans ton quotidien, ça te demande de revoir tes habitudes, ça te demande de revoir tes réflexes, et forcément, il y a un changement, et s'il y a un changement, il y a un accompagnement à avoir derrière ça, un accompagnement autour de l'humain. Il y a besoin d'écouter, il y a besoin de rassurer, et il y a besoin de comprendre que c'est un changement, et qu'un changement, ça peut, par défaut, c'est pas accueilli à bras ouverts en disant « ouais, super, on change ». Ouais. Donc c'est forcément stratégique de se dire « ok, je prends en compte
que ce changement, aussi petit soit-il, et tu as raison, ça peut être des tout petits changements, mais qui peuvent avoir des grosses conséquences sur la motivation, sur la compréhension, sur, et c'est peut-être le pire de tous, des sentiments d'injustice. Ouais. Et c'est ça qui est difficile parce que on va reprendre le cas du CRM parce que c'est effectivement quelque chose, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est systématique. C'est pas tant qu'ils ont peur que les commerciaux ont peur ou autre, c'est que ils ont l'impression qu'on leur dit non mais jusqu'ici ce que tu fais c'est pas bien, j'ai besoin de te surveiller. C'est ça qu'ils entendent quand on leur dit qu'on va mettre un CRM. Et le souci, et c'est aussi pour ça que c'est stratégique, et c'est aussi pour ça que c'est plus facile quelquefois quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit ou qui t'accompagne, c'est que la personne qui, elle, est persuadée ou a bien compris pourquoi il fallait changer, il fallait mettre un CRM, pour elle, c'est limpide et c'est évident. Mais l'autre personne en face qui le vit mal, pour elle aussi, c'est limpide et c'est évident. Et que les deux s'entendent, là, ça peut être un peu difficile. Ouais, complètement. Donc en fait, voilà, quand on parle de changement, voilà, c'est pas changer toute la culture de l'entreprise. Ça peut être juste de changer un logiciel, ça peut être d'accueillir un nouveau collaborateur, ça peut être une mise à jour d'un truc ou d'un machin. En fait, je voulais faire juste un petit focus sur moi, ce que je peux voir sur le terrain. En fait, nous, on fait quoi? On fait du marketing digital. Quand tu fais du marketing digital, ça signifie quoi? En gros, on aide nos clients à générer des prospects pour les commerciaux avec Internet. Le marketing donc génère ses prospects, les transmet aux commerciaux et les commerciaux doivent traiter ces prospects pour les convertir en clients. Et donc, forcément, la manière dont tu vas contacter des prospects marketing ne va pas être la même manière avec laquelle tu vas contacter des prospects plutôt à froid. Et donc, le quotidien des commerciaux face à ça change. Et en fait, on se rend compte que oui, quand on met en place une nouvelle stratégie marketing, on va juste se mettre à communiquer sur les réseaux sociaux pour générer des prospects. Et en fait, ça change la vie donc du marketing qui fait de nouvelles missions, mais ça va changer aussi la vie des commerciaux qui vont devoir prospecter autrement. Ça va changer la vie du service après-vente qui va être en relation avec d'autres contacts, avec d'autres clients et qui va peut-être avoir aucune information sur ce qui s'est passé en amont dans le processus de vente. Donc voilà, en fait, il y a des changements partout et même si la décision est mineure ou s'apparente a priori à juste un seul service, en fait, ça impacte toute l'entreprise. Ouais, et en fait, je pense aussi que si aujourd'hui cette conduite du changement et une certaine mode de l'humain justement arrive. Alors il y a des trucs quelquefois un peu trop à la mode. Toutes les boîtes qui disent oui, nous l'humain est au centre. Bon, on se demande où il était avant parce qu'on l'entendait pas autant. En fait, je pense que ça vient de quelque chose qu'on a vécu, qui est une certaine forme de transformation digitale fait, j'allais dire entre guillemets, au rabais ou sans bien comprendre ce que ça voulait dire. Parce que, oui, la transformation digitale, il faut y passer, le monde va vite, etc., etc. Donc déjà, quand t'es pas trop à l'aise avec ces sujets-là, ça te fait peur. Ouais. Ensuite, quand t'es pas trop à l'aise, tu fais ce qu'on te dit. Donc il y a plein de gens, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un site web qui a pas bougé depuis 3 ans. Ils ont fait des réseaux sociaux sans trop savoir pourquoi. Donc ils ont publié des choses qui donnaient pas beaucoup d'engagement et autres. Et aujourd'hui, tout ce petit monde-là se rend compte que en fait, c'est pas tant les outils, c'est pas tant les nouveaux canaux qui sont importants, c'est ce que ça change et la manière de faire. Et c'est vrai que les commerciaux, et aujourd'hui, il y a qu'à regarder à quel point c'est difficile de recruter des commerciaux, c'est un métier en tension, parce qu'il faut des gens qui s'y sont faits, qui ont compris que le métier se fait d'une manière différente. Alors, les leviers restent les mêmes. C'est juste de s'habituer et de comprendre. Et c'est toute la différence, c'est une expression que j'aime bien, mais c'est toute la différence entre je vais te donner une recette et je vais t'apprendre à faire la cuisine. Il y a quelques jours, on s'est vu t'animer une conférence justement sur le changement à Rouen et on s'est vu et tu as démarré ta conférence en disant que le changement était égal à un deuil. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah t'as déjà presque tout dit. Voilà, c'est ça. Oui, le changement de toute façon, c'est passer d'une situation stable, de quelque chose qu'on avait et qui était certain, à autre chose, donc à quelque chose qu'on n'a plus. D'accord. Et forcément, ça se rapproche d'un deuil. Et si on prend la fameuse courbe du deuil avec les étapes, la négociation, le déni, etc., le marchandage, ça correspond quand même pas mal, quoi. Nous, la courbe du deuil, on aime bien la représenter un peu de manière simplifiée. Je sais que toi, tu as présenté une courbe du deuil assez détaillée pendant ta conférence. Nous, on essaye de faire un peu simple pour nos clients et aussi pour marketer un peu le truc, pour que ce soit plus digeste, j'ai envie de dire. Mais grosso modo, nous, on a distingué, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, que la courbe du deuil, en gros, c'est 4 étapes.
la première étape, ça va être une étape où le changement arrive et toi, tu l'acceptes pas et donc tu es en plein déni. Une fois que tu te rends compte que le changement, finalement, il va bien avoir lieu et qu'il va bien t'impacter, tu vas rentrer plutôt dans une phase de peur, de remise en question, en fait. Tu vas te demander si tu vas être à la hauteur pour relever les défis, si tu vas réussir à gérer les choses comme elles doivent être gérées, etc., etc., si tu as les compétences pour, notamment. Et puis ensuite, si tu arrives à passer cette phase de remise en question, tu vas commencer à entrer dans une phase de remobilisation. Donc, c'est-à-dire que tu vas intégrer progressivement le changement dans ton quotidien. On verra tout à l'heure que c'est une étape hyper importante parce que si tu la passes mal, tu peux revenir en arrière dans cette courbe du deuil. Mais non, la phase de remobilisation, tu prends en compte le changement dans ton quotidien et tu commences à l'intégrer petit à petit. Et puis ensuite, tu vas rentrer dans la phase la plus cool, la phase d'engagement où là, le changement fait partie intégrante de ton quotidien et t'en as fait quelque chose. Et normalement, tu es aussi plus efficace qu'avant. Oui, ce découpage en 4, il est très bien pour effectivement avoir 4 étapes claires parce que la partie pédagogie, vision et autres, au début, elle est ultra importante. Essayez d'expliquer tout de suite que c'est bien, si vous allez changer, vous allez voir tout de suite les merveilles que ça va faire et autres, avant de rassurer, ça n'a aucun intérêt. C'est pas le moment, ils sont pas prêts à l'entendre. Exact. Et c'est là qu'on se rapproche encore une fois du deuil et autres. Hein. C'est que c'est pas prêt. Alors ce qui est drôle en plus sur cette courbe du deuil, c'est pour ça que je la mets sur la conférence, c'est que si on prend la courbe de l'engouement, où là au contraire les gens ont envie de changer et sont prêts à changer, on retrouve exactement le même creux de la vague, ouais, le creux du désespoir, mais qui est très logique en fait. Dans un cas, c'est parce qu'on a eu des attentes très hautes et qui sont forcément au début déçus. Et dans l'autre cas, c'est parce qu'on est en résistance. Donc voilà, mais c'est intéressant de le mettre en parallèle et de découper comme tu l'as fait pour avoir une réponse adéquate en fait pour chacune des 4 grandes étapes. Ouais. Mais du coup, moi, je me rends compte sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y a grosso modo deux types de population. T'as effectivement la population qui va être contre le changement et donc non, ça me touchera pas, je veux pas y aller, j'irai jamais. Et t'as la deuxième population qui se dit oui, moi je veux changer, il faut qu'on change, on n'a pas l'autre choix et puis ça a l'air hyper intéressant ce changement, donc je veux y aller. Mais j'ai l'impression que du coup, dans cette courbe de l'engouement que tu présentes, c'est que les gens sont hyper chauds au départ, mais qu'ils n'avaient pas du tout envisagé tous les changements qui allaient être engendrés par cette décision et surtout tous les efforts qu'ils allaient devoir réaliser pour changer. Parce que finalement, moi j'aime bien dire ça et il y a des clients souvent qui nous disent mais chez nous maintenant vous avez mis en place des choses et on est frustrés et les collègues sont énervés ou alors ils sont un peu abattus, etc. Mais c'est qu'en fait le changement se fait forcément pas toujours dans la difficulté, pas constamment dans la difficulté, mais on peut pas changer sans effort, quoi. De toute façon, un changement, ça demandera de la volonté et des efforts. Et même à titre personnel, si tu veux, je sais pas, te mettre au sport, manger mieux, ou quoi que ce soit, c'est un changement. Ou arrêter de fumer, si tu veux. Enfin, tu vois, n'importe quoi, c'est un changement et ça va forcément être une phase où tu vas te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et tu vois, la notion du gain est importante aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je vais avoir? Parce que on en revient au CRM. Hein, s'ils ont l'impression qu'ils en font plus pour un gain pas intéressant, ils vont pas le faire. Voire même si en plus tu leur expliques qu'ils vont avoir moins de choses et moins de gains. Donc oui, il y a forcément un effort. Et après, par rapport aux équipes, déjà la résistance au changement, elle est naturelle. Elle vient souvent d'un peu tout le monde et pas que des collaborateurs. Faut être clair là-dessus. Mais on peut emmener les gens. On peut finalement le faire. Il faut jamais oublier que, premièrement, ceux qu'on appelle quelquefois les toxiques ou autres, souvent, avant d'avoir été toxiques, c'était des gens très engagés, qui quelquefois, suite à une injustice, suite à un quiproquo ou autre, sont devenus des toxiques. C'est comme on passe de l'amour à la haine très rapidement. Et ceux-là, ils sont difficiles à aller chercher. Il y a aussi des gens qui ont des réticences qui doivent être entendues, parce qu'elles sont peut-être très bonnes, elles ont peut-être une excellente raison, d'autant quand on commence à parler des métiers et autres, et qui, eux, sont au contact du terrain, et peut-être qu'eux ont vu quelque chose que le grand architecte du changement a pas aussi bien identifié. Et puis après, il va rester, et ceux-là sont pas très nombreux, il va rester ceux qui sont de manière quasiment rédhibitoire contre le changement, mais en général contre tout, qui disent non par défaut. Et un conseil que je veux absolument donner, parce que c'est pas ce qu'on fait naturellement, c'est de pas forcément mettre trop d'énergie sur ces gens-là. Vouloir absolument emmener tout le monde et mettre beaucoup d'énergie pour convaincre les 3 qui veulent pas sur une équipe de 50,
c'est gâcher son changement et surtout gâcher son énergie. Il vaut mieux s'appuyer sur les 47 autres qui sont prêts à nous suivre et après, on verra. Ouais, bah là-dessus, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Nous, généralement, quand on accompagne nos clients, les toxiques, alors c'est pas parce que je suis marketeur que je vais dire ça, mais c'est bien souvent au commerce, en fait, les commerciaux qui sont contre le changement. Pourquoi? Bah, pas comme tu l'as dit, en fait, c'est pas qu'ils sont toxiques pour être toxiques, c'est pas qu'ils sont contre le changement pour être contre le changement, c'est juste que les commerciaux, ça fait des années qu'ils entendent dire de la part de la direction et du marketing que on va faire un truc de fou au market. Et vous allez voir, ça va générer des leads et ça va améliorer votre quotidien comme jamais. Et en fait, bah, on a dit ça pour le moment où on a intégré l'emailing dans la société. On a dit ça pour une refonte de site internet. On a dit ça pour un nouvel outil qu'on a acquis. Et en fait, les commerciaux, ils ont jamais vu de résultats significatifs par rapport à ça. Et donc maintenant, dès qu'ils entendent un sujet marketing, bah, ils se disent ouais, encore du market. Bah là, phase de déni complet. On verra si ça avance. Et puis si ça avance. Je pense pas que ce sera suffisamment significatif pour qu'on soit impacté. Donc moi je veux pas en entendre parler quoi. Donc ça je pense que oui effectivement c'est important ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui sont contre le changement, qui sont appelés effectivement les toxiques, mais ils sont pas toxiques pour le plaisir quoi. Donc du coup si on revient à cette courbe du deuil, donc vous êtes une entreprise et vous vous apprêtez à changer quelque chose, donc soit mettre à jour un logiciel, soit investir dans un nouvel outil, soit mettre en place une nouvelle stratégie ou à embaucher de nouveaux collaborateurs ou que sais-je. Donc, logiquement, si on suit le raisonnement, les personnes touchées par ce changement-là vont entrer en phase de déni. Tout à l'heure, tu disais que le plus important, c'était d'être pédagogue et non communicant pour déjà présenter le changement et faire comprendre aux équipes que le changement il est important et donc finalement passer cette étape du déni. Quelle est selon toi la nuance donc entre faire preuve de pédagogie et communiquer? Alors de manière globale, quand quelque chose change, y compris quelquefois au niveau du pays et au niveau social, oui, on communique. Voilà, c'est le grand truc, c'est on communique. Sauf que communiquer, ça veut pas dire grand-chose. Communiquer, ça veut dire on a produit un contenu dont on espère que les gens, dont on suppose que les gens, à partir du moment où il y a du contenu, ils vont se débrouiller. Mmh. Alors déjà, il y a des gens avec des profils de communication différentes. Il y a des gens qui sont plus sensibles à de la vidéo. Il y a des gens qui sont sensibles à l'audio. Il y a des gens qui sont sensibles à tout de suite qu'on leur explique quel gain ils vont avoir. Il y a des gens qui sont sensibles au simple fait qu'on les écoute. Il y a des gens qui de toute façon vont fonctionner de manière différente. Donc, un seul message ne peut pas convenir à tout le monde. D'accord. C'est déjà un premier point. Et le problème de la communication, c'est que la communication, ce n'est pas la compréhension. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les gens ont compris ou qu'on a en tout cas essayé de leur donner les moyens de comprendre. Communiquer, envoyer un email de je ne sais combien de caractères pour expliquer à partir de maintenant, ça va être comme ça va pas être autrement. Ouais, c'est communiquer, mais entre ce qu'on dit, ce qu'on veut dire et ce que l'autre entend, il y a quand même un gros écart. Donc cette notion de compréhension et de pédagogie, encore plus quand c'est quelqu'un qui veut pas changer, qui de toute façon par défaut va boucher ses oreilles ou va transformer le message pour le comprendre comme ça l'arrange, c'est compliqué. Il y a des gens qui fonctionnent bien avec des exemples, par exemple. On va leur dire avant on faisait ça, ça prenait tant de temps, demain ce qui se passera, c'est tel truc, ça va se passer ça. J'avais vu on est à la limite du hors-sujet, mais j'avais vu quelque chose de génial. C'était un expat à Londres qui expliquait qu'il allait y avoir des travaux dans sa rue. D'accord. Ils avaient changé la rue, ils avaient changé le sens de la rue et autres. Et plutôt que, j'ai tendance à dire chez nous, on serait arrivé un lundi matin, bon bah voilà les engins de chantier, un panneau, attention travaux, et fin de l'histoire, et éventuellement un petit papier dans ta boîte aux lettres, voire une réunion de quartier à laquelle tu n'aurais pas pu aller parce qu'elle était à un horaire où tu travailles. Ouais, c'est vrai. Il avait reçu tout un document qui expliquait tout le changement, qui expliquait pourquoi il faisait ça, parce qu'il y avait des embouteillages et pourquoi ça allait débloquer des embouteillages 5 rues plus loin avec des schémas et tout le truc, avec un lien vers un site où tu voyais l'animation, avec tout un timing qui expliquait ça va démarrer à telle date, ça va finir à telle date, les entreprises qui sont dedans, c'est celles-là, on les a choisies parce que. Moi, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça incroyable de faire l'effort d'expliquer là-dessus, parce que évidemment quand on fait des travaux dans ta rue, tu seras peut-être content quand les travaux seront finis et que ça se passera mieux, mais tout le temps des travaux, c'est quand même compliqué. On est dans des villes réciproquement où il y a des travaux sur des métros ou sur des lignes de bus, c'est quand même des sales moments à vivre.
C'est clair. Donc savoir où on en est ou savoir à quoi ça sert et pourquoi on le fait, est-ce que ça va changer ou autre, et même quelquefois au niveau, je sais pas, des impôts et quoi que ce soit, et évidemment que ça t'aide. Et là tu es dans une démarche de compréhension, tu es dans une démarche de pédagogie. Et pour peu que tu rajoutes une petite couche d'écoute, ouais, là on est pas mal. Ouais. Mais communiquer, c'est un peu autre chose. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Non, c'était pas du hors-sujet hein, sur ta connaissance à Londres. On voit tellement d'entreprises dans lesquelles le DG se contente d'envoyer un mail à tous les collaborateurs, le même mail, pour dire une nouvelle personne arrive lundi, ou on va investir dans tel outil, ou on va participer à tel salon, ou on va faire tel truc. Et en fait, moi j'entends souvent, et je l'ai encore entendu ce matin, que le DG a pris la décision d'investir dans un nouveau CRM ou dans un outil de marketing automation, et les équipes vont devoir s'y mettre parce qu'elles n'auront pas le choix. Je vais les jeter dedans et je vais les jeter dans la piscine. Et puis, si elles savent nager ou pas nager, peu importe. Au bout d'un moment, elles arriveront bien à rejoindre le bord et à être plus ou moins à l'aise dans l'eau de la piscine, quoi. Et tu vois, le problème là-dessus, c'est que le pire, c'est que ça se trouve, le DG, sa décision, elle est excellente. Elle est ultra stratégique, elle est ultra importante, elle est excellente. Et elle est si peu expliquée ou si peu justifiée ou on a si peu pris en compte les autres services, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ça a été la responsabilité d'un service, que notamment les managers se sentent obligés de dire c'est la décision du DG ou c'est la décision du codir. Un collaborateur, il entend quoi? Il entend c'est la décision des autres. Moi non plus, je soutiens pas, mais bon, moi je suis manager, je suis obligé de faire ce qu'on me dit. Ouais. Ça peut pas bien se passer. C'est impossible que ça se passe bien. Ah oui, complètement. Parce que là, il y a forcément un goulot d'étranglement de l'information, de la décision et autres. Et ça, c'est de la responsabilité de tout le monde. Si je résume pour cette première étape du déni, c'est on a pris la décision d'un changement. On ne doit pas que communiquer sur ce changement-là, mais on doit faire preuve de pédagogie. Et finalement, le mot central ici, dans tout ce qui est pédagogie, ça va être le pourquoi en fait, d'expliquer pourquoi on change et quels vont être les gains et quelles sont aussi les raisons qui motivent ce choix-là et pourquoi c'est aligné avec la vision de l'entreprise et pourquoi c'est essentiel. Oui, là aussi, le pourquoi, on en entend souvent parler, mais c'est quand même indispensable de savoir pourquoi on change et quel va être le gain. Quelle est la raison pour laquelle on fait. Donc si on fait bien le job, le DG, il a fait preuve de pédagogie, il a expliqué pourquoi, il a présenté les gains et tout le monde est plus ou moins convaincu. Dans tous les cas, les plus réticents, ils ont bien vu qu'il y a un devis qui a été signé et qu'il y a une formation qui est prévue pour le nouvel outil ou que le nouveau collaborateur va bien arriver lundi parce qu'on est en train d'installer son poste et tout ça. Donc le changement va avoir lieu. Et là, les collaborateurs vont entrer dans ce qu'on appelle la phase de remise en question. Les collaborateurs ont pris conscience que le changement arrivait, qu'il allait donc bouleverser leur quotidien et qu'ils allaient devoir changer leurs habitudes. Ils ont peur. Ils vont peut-être marchander. Ils vont peut-être essayer d'éviter le changement, au moins pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, selon toi, Guillaume, pour faire passer cette étape de remise en question? Alors, déjà, je vais reprendre quelque chose que tu as dit. Il n'y a pas que le DG qui doit avoir bien vendu l'idée et le pourquoi. Je pense que c'est une responsabilité collective. D'accord. Justement, pour éviter que ça donne l'impression que c'est une décision que hiérarchique. Ce qui peut être intéressant, et on va se rapprocher aussi là de cette deuxième phase, c'est d'avoir des sponsors. C'est-à-dire d'avoir des gens qui vont être des collaborateurs, des collègues, qui eux sont persuadés que le changement il est bon et vont t'expliquer pourquoi il est bon. Et que ce ne soit pas que la hiérarchie qui t'explique pourquoi ce changement il est utile et il est bon pour la suite. Donc ça, c'est important de les identifier. C'est important de leur fournir des arguments. Et c'est important que collectivement, il y ait une espèce de travail de rassurance qui soit fait. Et là aussi, d'écoute. Sur la première partie, bon, l'écoute, c'est un peu tôt parce que de toute façon, ils ne veulent pas. Donc, c'est plutôt une phase d'explication. Là, on peut commencer à rentrer sur une phase de rassurance dont l'écoute va faire partie. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de stratégie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez collectif. Et plus on a d'ambassadeurs ou de sponsors au sein des équipes, mieux ça se passe. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Cas particulier, imaginons il n'y a pas de sponsor. Comment on fait? On est mal barré. Je te dis, c'est toujours difficile parce que je vais faire mon normand, mais ça dépend. S'il n'y a pas de sponsor,
je me poserai la question de pourquoi il n'y a pas de sponsor. Est-ce que c'est une bonne décision finalement? Est-ce que la décision, elle est bonne? Et dans tous les cas, et c'est là qu'on rejoint l'écoute, pourquoi il n'y a pas de sponsor? Est-ce que c'est parce que la décision, ils ne la comprennent pas? Est-ce que c'est parce que la décision, de toute façon, ils ne la veulent pas? Mhm. Et peut-être qu'il n'y a pas de sponsor, mais que toi, tu connais l'état de l'entreprise, ou tu connais l'état du marché, ou tu connais l'état de ta concurrence, et de toute façon, ce changement, il faut le faire. Il n'y a juste pas le choix. Ok. Et là, bah, même sans sponsor, il faut quand même le faire. Essayer de leur expliquer, mais à un moment, il peut arriver, c'est pas le plus souhaitable, mais il peut arriver qu'il y ait des changements qui soient à faire. Et en gros, bah, c'est le mode commando, hein. C'est le mode commando un peu autoritaire. On y va et ils vont comprendre après. Le problème, c'est que beaucoup ont tendance à faire comme ça, alors que c'est pas la majorité des cas. Tu parles du gouvernement ou comment ça se passe? Je parle des organisations en général et tout le monde saura trouver un bon nombre d'exemples. Exact. Donc ouais, effectivement, donc phase de remise en question. L'idée des ambassadeurs, nous, c'est aussi quelque chose qu'on met en place chez nos clients quand on arrive avec notre stratégie marketing ou un nouvel outil. Bah tout de suite, on va pas l'implémenter chez tout le monde. On va identifier ce que nous on appelle les champions en interne qui vont être les plus réceptifs à tout ça. Et effectivement, eux vont commencer à utiliser la stratégie ou à utiliser l'outil. Et si on souligne bien les succès qui vont obtenir, bah derrière les autres collaborateurs vont forcément vouloir s'y mettre et c'est aussi plus facile de faire comprendre le changement comme ça. Nous aussi dans la phase de remise en question, et je pense que tu vas être assez d'accord avec ça, c'est que la formation va être aussi importante. Ah oui, c'est évident. Mais en fait, ça va être un ensemble de choses qui va répondre aux différents profils. On va avoir des profils, de toute façon, ce qui va compter, c'est le fait qu'il y ait des projets. Mmh. Donc là, il y a des projets, ça bouge, ça machin, ça peut suffire à les entraîner. Il faut juste leur expliquer le projet. Il y a des profils, ils veulent des résultats. Voilà, peu importe comment ça se passe, ils veulent le résultat. Il y a des profils, ils veulent que tout le monde y aille. Moi, j'irai si machin il est d'accord et si les autres. D'accord. Et ben, tu vois, il y a ça aussi. Tu as des profils, ils veulent de la méthode. Il faut que ce soit clair, il y a un planning, que ce soit bien écrit, machin. Et le problème, c'est que en général, tout le monde a des goûts différents pour ça. Et qu'on a tendance à communiquer ou à faire la rassurance selon ce qui nous convient. C'est-à-dire que si on a besoin d'être très rassuré, d'avoir de la méthode, on va pondre un document très verbeux, très long, un beau diagramme de Gantt très compliqué à des gens qui n'en veulent absolument pas. Ouais. Et c'est pas ça qui les intéresse. Donc il faut essayer de s'adapter aussi un petit peu à la culture des équipes, à la culture des entreprises. Et je suis entièrement d'accord avec toi, la partie formation, c'est un gros volet. Et en plus, la partie formation, c'est aussi souvent l'occasion d'échange. C'est là où tu es plus au contact, c'est là où tu peux échanger, c'est là où ta rassurance elle est efficace parce que tu as des questions concrètes, tu n'as pas juste de la théorie. Donc Ouais. oui, c'est ultra important. Ouais. Ok, cool. Donc généralement ces deux étapes-là, elles débouchent sur ce que nous on appelle le point critique. Dans la courbe du deuil, c'est la phase presque de déprime en fait. Le changement est là, je me pose plein de questions, est-ce que je vais y arriver? Je suis des formations et je me rends compte que le changement, il avait l'air compliqué et que maintenant il est encore plus compliqué parce que ça va me demander beaucoup d'efforts et beaucoup de nouvelles choses à mettre en pratique. Et du coup là, la motivation elle tombe à zéro quoi. L'avantage, c'est que quand on touche le fond, on peut que remonter. Ouais. Donc c'est une phase où il faut faire le dos rond. Et pour les gens qui conduisent le changement, voilà, faut aussi se dire que quand on en arrive à cette phase-là, c'est quand même normalement après, on ne fait que remonter. On est vraiment dans la phase où on n'est pas loin de l'acceptation, même si c'est une acceptation triste au début et plus une résignation qu'une acceptation. Mais c'est quand même tu as raison, c'est le moment pivot qui fait qu'on va passer à OK, maintenant on va pouvoir capitaliser. On a fait la phase dure, alors il faut la rendre la plus tranquille possible, hein, la plus confortable, exactement. Mais oui, c'est le point de pivot. C'est le point qui mène à l'acceptation. Du coup, là, je pense que vraiment, selon moi, en tout cas, c'est vraiment le point crucial, le point où le management doit être hyper présent et hyper efficace et hyper performant. Parce qu'en fait, si l'humain n'est pas bien accompagné dans le changement, le point critique, il le passera jamais et il restera soit en phase de remise en question, soit il repartira dans du déni. Non, de toute façon, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais et puis je laisse tomber. Et c'est là qu'on peut voir des collaborateurs partir ou complètement baisser les bras. Donc, en fait, l'enjeu, je pense que tu es d'accord avec ça, c'est que
dans ce point critique, le moindre succès est à mettre en avant, en fait. Il y a le succès, mais qui va de manière globale avec, je dirais, une cohérence et quelque chose qui dure. D'accord. Le souci aussi dans le changement, c'est que quelquefois on annonce un changement et on a l'impression que parce qu'on l'a annoncé ou parce que le contrat a été signé avec le nouveau logiciel ou avec le prestataire, c'est fini. Non, il y a une durée aux choses. Et dans cette durée, il faut être cohérent. Alors, cohérent, ça ne veut pas dire que le plan, il va pas un petit peu changer pendant la route, hein. Ça, c'est la vie, c'est pas un tableau Excel. Les choses changent, mais il y a une cohérence. Et quand il y a une vraie cohérence, on peut avoir, alors déjà, ça va rassurer les gens, et ceux que ça va déranger, c'est ceux qui, de toute façon, ne croient plus au projet, n'en veulent plus, ou ça leur convient plus. Ce qui peut arriver, une entreprise qui pivote, qui change, qui doit s'adapter, il y a peut-être des gens qui s'y retrouvent plus. Mhm. Et ben quelquefois, c'est pas grave. Il faut accepter aussi que ça puisse arriver et qu'on se sépare bons amis parce qu'on a tout fait pour que ça se passe bien et que finalement, c'est plus possible. Mais cette cohérence, surtout cette durée, et là, évidemment, les succès, c'est important parce que ça va souligner, vous avez vu, c'est bien ce qu'on vous avait dit, ça va dans le sens de ce qu'on avait dit, on avance et autres, et que ça dure. J'insiste, mais le côté, on l'a annoncé et au bout de 1 mois, 2 mois, allez, 3 mois pour les plus motivés, ça y est, c'est bon, on a considéré que c'était fait. Quand tu prends l'intégration d'un nouveau collaborateur qui a un changement, par exemple, Complètement. 3 mois, c'est le minimum pour gérer son intégration. C'est 6 mois pour qu'il commence à être efficace. Ouais. Donc, t'imagines quand c'est le changement d'une organisation ou d'un logiciel ou ce genre de choses, c'est forcément très long, quoi. Ouais, exact. J'ai envie de t'énerver un peu, donc je vais raconter des trucs que je vois souvent sur le terrain. Notamment déjà si on reprend notre histoire du CRM là, ouais, j'ai investi dans un CRM, j'ai fait la formation aux commerciaux et 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard, il y a plus personne qui l'utilise et ils en sont revenus à leur fichier Excel ou à l'ancien CRM. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait le nécessaire et que le point critique, il n'a pas été passé et que du coup, les commerciaux ils sont repartis en arrière et ils reviendront jamais au CRM. Mais là où je veux vraiment t'énerver, c'est sur le point donc justement de souligner les succès et le point de la reconnaissance. Moi, je vois beaucoup d'entreprises dans lesquelles le management ne fait pas le taf à ce niveau-là. Je m'explique. Nous, on met en place des stratégies marketing qui sont assez poussées, qui vont demander aux marketeurs d'apprendre de nouvelles choses, de revoir complètement leur quotidien et de partir sur de nouvelles missions. C'est dur. Donc, on passe de la phase de déni à remise en question, on se remet en question, on se forme, on lit des trucs, on apprend, on essaye, on se plante, on foire, et des fois, on réussit. Et moi, je vois des managers qui, non seulement, ils ne soulignent pas les succès, mais en plus, ils les dénigrent. Un exemple, on a pas mal de clients chez qui on met en place des stratégies de génération de leads. Ces leads-là, au bout d'un moment, ils vont générer des devis. Et moi, j'ai une histoire d'un DG qui a dit à son équipe marketing, qui était toute fière de venir le voir pour lui dire, voilà, regarde, on a généré des leads et ça a généré 2 devis à 2500 €. Et le DG qui dit, non mais moi, je serai content et ça sera vraiment un succès que quand les devis seront à plus de 10 000 €. Et là, forcément, quand tu as ton équipe marketing qui s'est donné du mal, qui a accepté de changer alors qu'au départ, elle voulait pas, qui a mis en place de nouvelles actions et qui a beaucoup sué pour ça et qui arrive fière de présenter ce qu'elle estime un succès dans le bureau du manager et qui s'entend dire non, ce que tu as fait, c'est nul, concrètement, c'est pas bon. Le point critique t'y retourne et puis c'est là où tu baisses les bras et c'est là où je pense que le projet, en fait, il aboutira jamais. Alors, non seulement tu y retournes, mais tu y retournes même plus bas. C'est là où tu arrives à creuser et tu es à 2 doigts de trouver du pétrole, à tel point tu creuses. Alors, je vais pas m'énerver, parce que, déjà parce que maintenant que je fais du yoga, je ne m'énerve plus. Non. De manière sérieuse, alors ça vient aussi de ce qu'on fait, mais à défaut de trouver des excuses, il y a beaucoup d'explications aussi souvent à des mauvaises pratiques managériales. Et souvent, ça part de là. D'accord. C'est-à-dire que des vrais managers ou des vrais DG, filous, méchants, etc., il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Des managers ou des DG maladroits, il y en a énormément. C'est clair. C'est clair. Il y en a énormément. Souvent, ça part d'un... Alors là, on peut leur faire un reproche. C'est que beaucoup considèrent que le management, de toute façon, ça prend sur le tas, que le management, on est manager ou pas, moi, voilà, c'est pas mon métier, je suis obligé de le faire parce que je suis dirigeant, ou je suis obligé de le faire parce que je suis manager, etc. Et dans le cas que tu me donnes, c'est un cas effectivement classique,
très, 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 très démobilisateur. Et pour le coup, je l'ai vécu de très près. Et c'est pour ça que dans Qdify, le volet reconnaissance est important. Voilà. Je ne refais pas l'histoire, mais Qdify, c'est un kudos. Et kudos, ça veut dire la gloire que l'on retire d'un fait accompli, parce que la reconnaissance, c'est ultra important. Et il faut séparer reconnaissance, bienveillance. Ce sont des choses différentes. Et souvent, quand ils font ça, en fait, ils ont l'impression, les mecs, d'être des super motivateurs. Ils disent, ah ouais, non, mais si je leur dis que c'est pas assez bien, ils vont être super motivés et là, ils vont y aller et autres. Il y a certains profils qui marchent à la fierté. Il y en a d'autres où c'est dévastateur et ça ne marche absolument pas. Et ça va juste les ruiner, où eux, ils ont plutôt besoin d'encouragement, ce genre de choses. Et on en revient à cette notion de connaître un petit peu les leviers qui sont efficaces ou qui ne sont pas efficaces, de connaître son équipe, de connaître sa culture et de savoir ce qui va marcher pour les emmener. C'est pas parce que toi, DG, tu as l'impression, ou c'est la réalité, que tu t'es battu contre vents et marées, qu'on t'a jamais encouragé, qu'il a fallu que tu montes ta boîte et que ça a été dur et autres, mais que face à l'adversité, tu as su te montrer et que c'est comme ça qu'on fait des hommes ou des femmes et que c'est comme ça qu'on a des résultats, qu'il faut se comporter pareil avec les équipes parce que c'est peut-être pas les mêmes que toi. Et souvent, c'est un réflexe de se dire, bah en fait, mais on en revient à la communication tout à l'heure. C'est-à-dire, je communique, mais en fait, dans je communique, soit je le fais pour me dire, non, bah c'est bon, je l'ai fait, je suis déculpabilisé, j'ai la sensation d'avoir communiqué, soit je le fais de la manière qui, moi, me conviendrait. Ce qui ne veut pas dire qu'elle convient aux autres. Et souvent, c'est, voilà, encore une fois, beaucoup de maladresse, sauf que là où c'est catastrophique, c'est que si tu le fais quand tu es dans la phase ascendante, ouais, tu as déjà de la chance si ça revient un peu en arrière et que après tu arrives à revenir dans une phase ascendante. Parce qu'en général, ça a plutôt tendance à casser net l'élan. Et j'insiste sur casser, ça s'arrête. Avec la prochaine fois, vous le ferez sans moi, vous débrouillerez autrement. Moi, je m'en occupe plus. De toute façon, ça donne rien, etc., etc. Et en plus, ça va donner des gros quiproquos entre une équipe qui a fait des efforts et qui s'est pas senti reconnu ou qui s'est pas senti valorisé, et un management ou un codir qui a l'impression lui aussi d'avoir fait des efforts puisqu'il a instillé le changement et qui comprend pas pourquoi ils n'ont pas continué et pourquoi ça avance pas. Et donc, c'est de la faute des autres s'il n'y a pas de résultat. Résultat, c'est de la faute de personne. Enfin, tout le monde est persuadé que c'est de la faute de personne. Et c'est un peu vrai, ça vient de la faute de personne. Et c'est là aussi que on a commencé par ça, que je disais que quelquefois avoir un extérieur qui fait un peu l'huile dans les rouages ou qui peut un peu expliquer que non, mais vous inquiétez pas, c'est partout pareil et autres, ou qui est tiers de confiance, ça peut aider dans ce changement-là. C'est vrai que dans le changement, un tiers de confiance, c'est pas négligeable. Ah bah nous, c'est clair que du coup, ça, on l'a entendu et c'est du vécu chez certains de nos clients. Mais les équipes étaient contentes qu'on soit là, hein, parce que nous, les succès, on les souligne et du coup, effectivement, on comblait un manque managérial par rapport à ça et c'est important. Et donc, bah, si on fait bien le taf et qu'on arrive quand même à souligner les succès, même s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir, bah, on va rentrer dans la phase d'engagement. Et là, la phase d'engagement, c'est quoi? Bah, c'est le changement, bah, on se l'est approprié, on l'a intégré dans notre quotidien et on est prêt. Et en fait, le changement, c'est bon. Enfin, c'est maintenant, en fait. Oui, ça fera un bon slogan, ça. Ouais. Mais, oui. Voilà, si on passe cette phase de remontée après le pic de tristesse et autres, non seulement on commence à avoir un engagement, mais on commence à avoir quelque chose qui est à la mode mais qui est quand même important, qui est cette notion de sens ou cette notion d'épanouissement. Ouais. On commence à comprendre. Et quand on commence à avoir des gens qui comprennent et qui arrivent à se projeter et qui arrivent à s'épanouir, à ce que ça leur parle et à ce qu'ils se disent, ah oui, je comprends qui je suis, ce que j'apporte, ce que ça peut faire, on n'est même pas à l'abri d'avoir des gens qui ont des très bonnes idées pour aller même plus loin. On peut avoir des gens qui finalement vont même se demander pourquoi on n'est pas allé plus loin et de dire que ce changement, on pourrait faire plus. Et il faut résister quelquefois à cette tendance à se dire, ah, on a eu un premier succès, tout de suite, on enchaîne et on y va et on va plus loin, parce que c'est ce que peuvent renvoyer les équipes. Et c'est rarement une bonne idée. Il faut quand même garder le rythme un petit peu de ce qu'on s'était prévu, même si on peut peut-être en faire plus, peut-être accélérer un petit peu. Quand même pas griller les étapes. Ouais. J'en reviens à mieux manger, arrêter de fumer ou autre. Quand on commence à avoir des petits succès, c'est bien de les mettre en avant, c'est indispensable, bien sûr. Pas non plus se laisser griser par les succès et griller des étapes et finalement, là aussi, perdre les bénéfices parce que
On a voulu aller trop vite. Exact, c'est clair. C'est clair. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur ce qu'était la courbe du deuil. Par rapport à ça, donc effectivement, on a donné un peu des pistes concrètes d'actions à mener en fait pour accompagner les collaborateurs tout au long de cette courbe du deuil. Est-ce que tu as des outils et je sais que tu en as du coup que les managers ou que la direction pourrait utiliser justement pour accompagner les collaborateurs dans le changement? Alors évidemment, nous, on a un outil, je vais me sentir obligé d'en Obligé parler, de merci pour la perche, mais oui, nous en fait, quand on a créé Qdify et qu'on a développé notre application, c'était exactement pour ça. En fait, qu'est-ce que fait Qdify? Ça va permettre d'accompagner le changement parce que dedans, on va créer un contexte et on va créer une écoute, mais sans être dans quelque chose de compliqué ou quelque chose d'agressif sur dites-nous ce que vous en pensez ou à partir de maintenant c'est comme ça. On va le faire avec plusieurs leviers, sous forme de challenge, sous forme de quiz, sous forme d'enquête qu'on appelle sense parce que c'est très important de pouvoir sentir les choses. Où à chaque fois les éléments peuvent être privés, rien n'est obligatoire parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent obligés d'avoir à le faire. Les choses peuvent être répondues de manière anonyme parce que c'est comme ça qu'on obtient un vrai contexte. C'est comme ça que ça peut durer. Et nous, l'application, elle est vraiment pensée comme nous permettre de piloter le management et les équipes à distance pour leur donner des contenus pour qu'ils puissent animer, pour qu'ils puissent engager les équipes, notamment entre les sessions et c'est souvent assez efficace. Et après, si ils se sont bien appropriés l'application, ils peuvent la garder et continuer à l'utiliser avec leurs équipes. On continue de leur fournir du contenu. Ils peuvent l'alimenter ou eux-mêmes ont leurs propres idées. Le vrai intérêt d'un outil comme Qdify, je dirais que de toute façon, c'est faisable. Évidemment, c'est plus souple avec un outil comme Qdify où derrière, après, on va avoir des stats, on va avoir tout ça. Mais dans l'absolu, on pourrait le faire avec un tableau Excel ou même avec une boîte en carton dans un couloir. Hein, ou avec un tableau blanc, avec des post-it, avec des cartes kudos, avec tout un tas de choses. C'est la démarche, c'est la cohérence, c'est le fait d'obtenir un contexte et c'est le fait, j'insiste là-dessus, que ça dure. Le fait que ce soit pas juste un coup comme ça. Ce qui se passe souvent, ce qu'on a souvent dans des formations, y compris les formations management, mais même dans les formations dans l'absolu, en marketing ou en sales ou ce qu'on veut, on a des gens en formation qui sont ultra motivés, qui sont ultra chauds, qui disent oui, c'est bien, j'ai bien compris, faut qu'on y aille, c'est super, merci, etc. Et ils sortent de formation et le lendemain, ils sont dans leur bureau, ils sont dans leur open space. Et là, les autres, ils n'ont pas suivi la formation, donc ils n'ont peut-être pas autant la patate. Et puis, ils ont un dossier qui tombe. Et puis, à la machine à café, il y a des discussions. Et puis, ils ont des belles à trier. Et puis, le cahier de formation, petit à petit, il commence à atterrir dans un tiroir, etc. Et hop, ça s'étiole et on perd les bonnes pratiques. Et on oublie ce qu'on a à faire. Ce principe de cohérence, ce principe de contexte, ce principe de continuer à avancer tranquillement, il est ultra important. D'accord. Il faut que ça se fasse. C'est vraiment ça qui est important. Ce sont des bonnes pratiques qui doivent durer. Si on espère que le changement, ça va être j'ai annoncé un truc pendant un mois, j'ai montré que j'écoutais et après c'est fini. Non, c'est pas possible. Peut-être même que dans un an, il faudra revenir sur. Vous vous rappelez, il y a un an, on a fait un changement, encore une fois, aussi petit soit-il. Ce que ça a donné plus tard, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aime bien les post-mortem, par exemple. Ouais. Voilà, sur un projet, expliquer de manière très honnête ce qui s'est bien passé et quelquefois aussi ce qu'on n'a pas bien fait et pourquoi on s'est planté. Parce que c'est pas grave de se planter, on juge pas les gens au fait qu'ils se plantent, on juge les gens au fait qu'ils se relèvent et qu'ils continuent. Et c'est ça qui doit être fait. Donc, tous les outils qui vous permettront de le faire, qui vous permettront de durer, faites-le avec votre sensibilité. Encore une fois, il y a des gens qui font ça dans des milieux avec des outils de gestion de projet, des Jira ou autres, parce que voilà, là c'est plus pour du dev, c'est pas forcément de la conduite du changement, mais si vous voulez faire avec une to-do list, avec un Google Keep ou peu importe, à partir du moment où vous vous y tenez, à partir du moment où il y a de l'écoute, à partir du moment où il y a de la pédagogie et à partir du moment où ça dure. Ok, c'est très clair. Du coup, je te propose de finir ce podcast par quelques questions que je vais te poser, puisque finalement
l'idée de ce podcast, c'est d'avoir un échange un peu spontané. J'ai pas préparé de questions, donc je vais prendre les questions qui me passent par la tête et on verra si tu peux y répondre et si surtout tu veux y répondre. Ma première question, ce serait plutôt d'un point de vue inspiration. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? J'ai des gens qui m'inspirent et pour des raisons très différentes. Michael Jordan m'inspire. Je suis un grand fan de basket et de NBA. Et en fait, il m'inspire pour ce côté toujours être dans l'effort, toujours être avancer, toujours vouloir que ça dure, vouloir s'en sortir. Et c'est quelque chose qui, à moi, me parle. Okay. Il avait d'autres défauts par ailleurs, mais ce côté, tant que c'est pas sifflé, il reste du temps, on peut encore jouer. Ce côté, on va y retourner, on va y aller et on va avancer. Voilà, il y a un côté abnégation flamboyant et indiscutable que je trouve incroyable. Okay. Et je dis toujours, je suis pas mauvais perdant. Ça me dérange pas de perdre à partir du moment où on a essayé de gagner. D'accord. Et tu vois, là aussi, si on reboucle avec ce qu'on disait, le fait de ne pas faire l'effort, de peut-être se former un peu, écouter un peu, envoyer un questionnaire, ce qui n'est pas si compliqué, ou faire un petit effort pour que ça se passe bien, je trouve ça toujours dommage. C'est vraiment dans ce côté-là, sans être dans la gagne absolue et ce genre de choses, c'est vraiment sur ce côté, le petit effort en plus, fais-le, quoi, et ça va faire quelque chose. Après, en business, j'aime bien un mec comme Gary Vaynerchuk qui t'explique. Alors voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais son côté, oui, je dis toujours la même chose et je le dis de plein de manières différentes parce que c'est peut-être la 20e fois que tu vas l'entendre et parce que je l'ai dit légèrement différemment que ça va te marquer. D'accord. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce côté, faut répéter les choses et à un moment, toi, ça va te parler parce que c'était la bonne formule, c'était le bon moment, et c'est aussi important pour s'adapter aux gens. Voilà, Manuel Diaz, c'est quelqu'un pour le coup que je connais un petit peu et j'aime beaucoup sa manière d'être extrêmement. Donc, c'est le dirigeant d'Imakina pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui a une chaîne YouTube et un podcast, qui existe un podcast qui s'appelle Marche ou Crève, qui parle pas mal d'entrepreneuriat et tout ça. Et au-delà que ce soit quelqu'un que maintenant je peux connaître, mais ça a fait que renforcer l'impression qu'il donnait d'être quelqu'un de très humble et prêt à écouter et prêt à avancer et prêt à comprendre que même quand tu as eu du succès ou quand à une époque les choses ont été d'une certaine manière, il faut y repenser. Voilà, tous ces gens-là, ce sont des gens qui m'inspirent, des gens qui ont une certaine direction, j'aime bien ça. Ok, cool, tu vois, pas mal, hein, spontanéité, ça marche plutôt bien. Souvent dans les podcasts, on entend donne-moi une liste de 2-3 bouquins qui t'ont inspiré. J'ai envie de faire un peu différemment cette fois. Est-ce que tu as une série ou un film qui a pas changé ta vie, mais en tout cas qui peut t'inspirer professionnellement justement? Professionnellement, ouais, ou t'inspirer en tous les cas. Est-ce qu'il y a une série ou un film qui a eu un impact sur ta vie en fait? Alors en série, je suis pas sûr que ça m'inspire professionnellement, mais j'ai adoré Lost. D'accord. Alors je comprends tous les gens qui l'aiment pas, et en général ces gens-là sont des gens qui l'ont regardé en direct à l'époque et qui tous les ans attendaient une nouvelle saison sans avoir de réponse et autres. Moi, j'ai eu la chance entre guillemets de la regarder quand elle était près de se terminer, donc j'ai pu regarder tout d'un seul coup et voilà. Cette notion, c'est très tarte à la crème, mais de dire ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination. Lost, pour moi, c'est exactement ça. J'ai adoré regarder, j'ai adoré faire des théories dans tous les sens et qu'il n'y ait pas forcément toutes les réponses, ça ne me dérange pas parce que je suis pas sûr qu'il y ait des réponses à tout. Donc ça, c'est un premier point. Et dans le même genre un peu tordu, et là, je peux presque le rapprocher du travail, j'ai adoré Mulholland Drive à l'époque. D'accord. Qui m'a marqué. Donc voilà, c'est un film très particulier pour ceux qui l'ont vu. C'est un film où quand il s'est terminé, je me suis posé et je me suis dit, j'ai adoré et je sais pas pourquoi. Parce que la fin, elle était absolument incompréhensible pour moi. Mais vraiment, j'ai rien compris à la fin, quoi. Et je pense que c'est la première fois de ma vie
à l'époque où je l'ai vu, où j'ai utilisé Internet, ce qui est très classique maintenant d'aller regarder des choses sur Internet, mais à l'époque, le film doit être, je sais pas, c'est début des années 2000, D'accord, où je suis allé sur Internet pour essayer de comprendre, en fait, c'était quoi la signification, parce qu'on te la donne pas. C'était quoi la d'accord, signification? C'était quoi le truc? Donc, je vais pas, je vais rien spoiler, mais en gros, j'ai lu une ou deux phrases et tout est devenu limpide. d'accord. D'un truc dont j'avais aimé le rythme, j'avais aimé ce que ça disait, et les 10 dernières minutes, j'ai rien compris, ça transforme le film et j'étais perdu. En deux phrases d'explication où on dit fais attention à ça, et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, tout devient limpide. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, comme quelquefois une petite information ou une vue différente d'une situation peut te changer et te faire comprendre complètement différemment et faire que quelque chose de compliqué devienne fluide. Et ça, je peux le rapprocher du travail, tu vois. Je pense que quelquefois, on est à deux doigts, et je vais le rapprocher de ce que je disais avant sur le Ouais. fait de faire le petit effort, de se mettre à la place de la personne, de se comporter avec les autres comme on voudrait qu'ils se comportent avec nous. Je pense que souvent, même dans des situations compliquées avec d'autres personnes, on est à deux doigts que tout aille bien, ou que tout puisse rouler, ou que tout puisse s'arranger, ou de mieux comprendre et du coup peut-être de trouver des solutions. Hmm. Ok, mais c'est pas mal, hein. Je te pose des questions un peu merdiques et non préparées et tu arrives à trouver des réponses hyper intéressantes, donc ça c'est cool. Dernière Ouais, question, je sais pas. c'est les auditeurs qui nous diront. Euh, Ouais, exactement. Dernière question, et celle-là par contre je l'avais préparée. Est-ce que tu peux me donner le nom d'une personne que tu souhaiterais ou que tu penses que je devrais inviter sur ce podcast? Bah, écoute, je vais t'en donner deux. Ah bah cool. Euh, trois, parce que je vais te vendre Manuel Diaz, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il est toujours très intéressant en interview, mais je vais t'en donner deux qui sont quand même un peu moins connus. Euh, je vais te donner Nicolas Chevalier de e-commerce Nation, D'accord. alors au-delà du e-commerce et autres que j'ai connu pour l'époque, c'est un entrepreneur normand, canet en l'occurrence, et j'aime beaucoup. Euh, Ce que j'aime le plus chez lui, c'est la manière qu'il a de créer un univers pour sa marque et pour son produit. Et D'accord. je trouve qu'il y a un vrai truc. Et je spoil un peu, mais j'avais eu une discussion un jour avec lui où il m'avait dit au début, quand il savait pas que ça allait devenir une entreprise, c'était pas forcément prévu que ça devienne une entreprise plus tard. Il m'avait dit je voulais absolument avoir des gens qui trouvent le projet cool et qui deviennent des ambassadeurs. Et il a tout un univers avec ça. Et tu vois, là aussi, on s'y retrouve en management, Ouais. avoir des sponsors, avoir des gens qui peuvent parler de toi, qui se retrouvent dans ton univers, dans tes valeurs, dans tout ça. Et j'aime bien son discours là-dessus, j'aime bien sa démarche, donc je le trouve intéressant. Et le deuxième, je vais te citer Nicolas Saillard de Coaxis, D'accord. qui est un spécialiste de l'agilité. Mais l'agilité, tout le monde en parle, sauf que tout le monde te dit toujours c'est génial, c'est super, et que c'est une des seules personnes qui va te dire ouais, l'agilité, ça résout pas toujours tout, et l'agilité, c'est compliqué, et l'agilité, ça peut coûter cher, mais l'agilité, c'est génial. Pour conclure, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le plus simple, ça va être les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me chercher à Guillaume Lenné, sauf que Guillaume, vous l'écrivez G-Y-O-M. Donc, D'accord. G-Y-O-M-L-A-I-N-E, parce que Guillaume, c'est un prénom très répandu, et des Guillaume Lenné, il y en a beaucoup. Donc, voilà, il y a apparemment un journaliste Ouest France qui D'accord. suit le Stade Malherbe de Caen, je crois, qui s'appelle Guillaume Lenné, et du coup, en général, on tombe sur lui ou sur moi. Après, on a notre site qdify.com. Ok. Et si vous voulez voir un peu ce qu'on raconte et à quoi même on peut ressembler, on a notre chaîne YouTube où on fait des vidéos de vulgarisation, je vais dire, du management. On essaie d'expliquer certains concepts, on essaie de les rendre un peu sympas et de donner des clés pour le quotidien, que ce soit pour les collaborateurs ou les managers. Vous cherchez QDify, qui a eu des FY sur YouTube et vous trouverez ça sans problème. Ok, mais je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Il me reste plus qu'à te remercier Guillaume pour ton temps et pour cet échange et j'espère que c'était cool pour toi. En tout cas, vu que c'était une première pour moi, il y aura des choses à améliorer, je pense sans doute, et je serais très, très content que tu me donnes des pistes d'amélioration en off, hein, parce que je veux pas m'afficher devant tout le monde. Mais c'était cool. Je suis content d'avoir fait cette première avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de faire peut-être la 50e ou la 100e ensemble et que du coup je serai aussi plus performant et meilleur dans mes questions. Bah, merci beaucoup à toi et je suis ravi d'avoir pu répondre à ton invitation et que tu m'aies invité.
Et moi, j'ai déjà trouvé ça très bien. Alors, il y a toujours des pistes d'amélioration. Voilà, c'est déjà très bien. Et tu connais la célèbre maxime, donc je te la ressors pas. Euh, et je t'invite toujours à regarder des gens qui sont très à l'aise aujourd'hui ou qui ont des émissions bien installées, à regarder les premières. Et voilà, finalement, tout le monde progresse. Et je doute pas que, vu que tu pars déjà très bien, ce sera parfait d'ici peu de temps. Eh bien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non ? N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt.